J'espère que vous êtes tous réveillés parce que c'est la fin de la journée, donc j'imagine vous êtes un peu fatigués, mais on va parler de bonheur. Donc ça fait du bien de clôturer la journée avec une petite touche de bonheur et avec un petit accent brésilien aussi qui vient avec. donc maintenant, vous avez vu que le projet Isopolis, il a cette finalité du bonheur. Donc, comment on peut concrétiser ça de manière plus concrète, puisqu'on n'est pas dans un monde de bisounours. Donc, c'est la raison pour laquelle le projet Isopolis il a développé l'indice du bonheur réunionnais brut. Donc, pour comprendre déjà les contextes de la création de cet indicateur, donc c'est un indicateur multidimensionnel de bien-être, donc un indicateur non monétaire. Cet indicateur il a été créé dans un contexte où il y a une demande croissante par ces genres d'indicateurs. Donc, je vais passer la parole à Aurore, chef de projet de l'INSEE, qui va faire cette mise en contexte de ces genres d'indicateurs qui ont commencé à apparaître à La Réunion et ailleurs aussi. Donc Aurore, je te passe la parole. Merci Louisanna. Alors c'est assez rare que tu invites l'INSEE à parler de bonheur, donc je suis très contente d'être là. Et du coup, on a beaucoup entendu aujourd'hui, puis à chaque fois que je rencontre les gens d'Isopolis, je bute sur cette phrase qui dit on accorde de l'importance qu'à ce que l'on mesure. Et je l'ai entendue plusieurs fois et à chaque fois elle me marque beaucoup. Je la trouve inspirante parce que les normes statistiques, les concepts statistiques, ils évoluent avec le temps. Ils évoluent forcément plus lentement que la mode, la société civile, mais ils peuvent changer et l'histoire l'a montré. Mais ce que je voulais ajouter aujourd'hui, c'est aussi qu'on ne mesurait que ce qui était important. Et du coup, nous, en tant qu'INSEE, institut, ce que l'on mesure actuellement, c'est ce qui a de l'importance dans la société. On ne peut pas dépenser le maigre budget que l'on a, puisque c'est vos impôts, à mesurer tout et n'importe quoi. Et donc, notre rôle, c'est aussi d'identifier ce qui est important de mesurer aujourd'hui. Et donc, on a besoin effectivement d'être alimenté par la société civile, notamment, par le monde de la recherche, par les acteurs publics, par les 4 sphères dont on a parlé tout au long de la journée. Et donc, depuis... Ah oui, merci, Louisiana. Donc, depuis maintenant plusieurs décennies, l'INSEE ne se contente pas de mesurer le PIB, l'emploi, le chômage, même si ça reste des indicateurs extrêmement importants et qui sont les plus commentés. On travaille depuis longtemps sur des indicateurs, alors que là, j'ai appelé alternatifs, parce qu'il y a une demande. Alors, au niveau national, j'en ai identifié 2 le premier, vous le connaissez probablement, c'est les indicateurs associés aux objectifs de développement durable. Donc, les 17 objectifs qui ont été définis au niveau international par l'ONU en 2015, avec une cible à atteindre en 2030. Et puis, cela découle de ces indicateurs qui sont une centaine, donc une masse d'informations un peu importante pour être digérée par le commun des mortels, ont été déduits les nouveaux indicateurs de richesse. Ces 10 indicateurs qui ont été choisis parmi ces indicateurs de développement durable, qui viennent compléter le PIB. Ils ont été identifiés dans la loi dite Eva-Sas. C'est le nom d'une députée en 2015 qui a promulgué une loi proposant de suivre régulièrement ces indicateurs justement pour sortir d'une boussole toute économique. Au niveau de la Réunion, on a aussi des initiatives locales qui montrent qu'il y a un besoin d'indicateurs alternatifs. Je cite là deux aspects. Donc, la loi sur l'égalité réelle outre-mer de 2017, qui a pour objectif d'accélérer la convergence de la trajectoire socio-économique de la Réunion vers la moyenne nationale, tout en s'assurant que la transition écologique est sur le bon chemin sur le territoire. Et puis, une politique qui s'appelle Trajectoire Outre-mer 5.0, qui a été lancée en 2019 par le ministère des Outre-mer. Et vous le voyez, donc le 5.0, c'est 0 exclusion, 0 carbone, 0 déchet, 0 polluant agricole et 0 vulnérabilité. Tout ça, ça a donné lieu très concrètement au contrat de convergence et de transformation 2019-2022 qui est en cours de renouvellement, là, donc qui lie l'État avec les collectivités territoriales. Et pour suivre ce contrat de convergence, eh bien, à l'INSEE, nous actualisons régulièrement un tableau de bord dans lequel sont repris ces 10 nouveaux indicateurs de richesse.
Donc concrètement, si l'on regarde ces nouveaux indicateurs de richesse, à La Réunion comparé à d'autres territoires, donc le premier indicateur sur lequel je voulais, que je voulais vous décrire, c'était la pauvreté en privation matérielle et sociale. Donc vous le savez, à La Réunion, on parle beaucoup du taux de pauvreté monétaire, qui est aux alentours de 40%. Et donc, on a eu la chance à La Réunion en 2018 d'avoir une enquête une grosse enquête qui a été collectée et qui a permis aussi de mesurer la pauvreté, mais sur les privations matérielles et sociales. Elles sont décrites ici. En gros, on pose la question aux personnes enquêtées sur est-ce qu'elles peuvent épargner un petit peu d'argent tous les mois, est-ce qu'elles peuvent remplacer des meubles, est-ce qu'elles peuvent s'acheter une deuxième paire de chaussures, est-ce qu'elles peuvent se payer une semaine de vacances. Et si les personnes ont au moins 5 privations parmi 13, on considère qu'elles sont en privation matérielle et sociale. Et ça permet de sortir d'une logique uniquement en termes de revenus de la pauvreté. Ce qu'on constate à La Réunion, c'est qu'en pauvreté monétaire et sociale, on est autour de 40%, c'est-à-dire à peu près ce qu'on mesure sur la pauvreté monétaire. Donc on a une cohérence là, entre ces deux concepts. Alors c'est pas toujours le cas en statistique, hein. On n'a pas toujours des cohérences belles comme ça, mais là elle est suffisante pour être remarquée, et ça nous permet notamment de limiter cette impression, cette chose qui est souvent dite à La Réunion, qu'il y a énormément de travail informel et de travail au noir qui échappe à la fiscalité. S'il y avait tant d'emplois informels que ça, tant de travail au noir, on aurait probablement un décalage beaucoup plus important entre la mesure de la pauvreté monétaire et la mesure de la privation matérielle et sociale. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'on a des privations matérielles sociales qui sont proches de celles des Antilles, alors qu'on a un niveau de vie qui est plus faible ici. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une corrélation parfaite non plus entre le niveau de vie et la privation matérielle et sociale, et plus largement donc, sur le sentiment de bien-être. Justement, en parlant de sentiment de bien-être, donc le deuxième indicateur dont je voulais vous parler, c'est la satisfaction dans la vie. Donc avec cette même enquête, on mesure ce concept-là. Donc on demande aux enquêtés de classer leur satisfaction, de noter leur satisfaction dans la vie dans une échelle de 0 à 10. 10, vous êtes très satisfait, 0, vous n'êtes pas du tout satisfait de votre vie. Donc on est statisticien, donc on fait une moyenne de tout ça. Et donc je voulais vous poser une petite question un peu interactive. On regarde donc la part des Réunionnais et Réunionnaises qui sont très satisfaits de leur vie, c'est-à-dire qu'ils ont mis une note supérieure ou égale à 8. D'après vous, est-ce que cette part, elle est plus importante ici qu'aux Antilles? Est-ce qu'à La Réunion, on est plus souvent satisfait qu'aux Antilles? Si vous pensez oui, levez la main. Donc ceux qui lèvent la main, celles qui lèvent la main, c'est celles qui pensent qu'on est plus satisfait à La Réunion qu'aux Antilles. Donc vous avez le résultat là, bah, bravo. Et là, donc vous voyez que 42% des Réunionnais et Réunionnaises se déclarent très satisfaits de leur vie. C'est beaucoup plus qu'aux Antilles, 32%. Alors que je le redis, on a un taux de pauvreté qui est monétaire qui est bien plus élevé. Et en revanche, on voit que c'est moindre qu'au niveau national. Un autre indicateur qu'on mesure aussi, c'est l'espérance de vie sans incapacité. L'espérance de vie, on peut la mesurer facilement, mais l'idée là, c'est aussi une façon de mesurer le bien-être, hein. C'est de voir combien de temps on va vivre sans être limité dans nos mouvements. Parce que c'est vraiment ça l'indicateur qui permet de mesurer le bien-être d'une population qui vieillit. Et puis, un dernier indicateur que je voulais signaler avant de passer la parole à Louisiana, c'est que donc on complète de plus en plus souvent nos indicateurs par des approches, par des indicateurs environnementaux. Là, je vous en présente deux. Les émissions de gaz à effet de serre à La Réunion, qui sont moins élevées qu'au niveau national parce que nous avons un territoire avec moins d'industrie, un territoire qui a moins besoin de se chauffer, des ménages qui sont moins souvent équipés en voiture parce que plus pauvres, donc pas forcément pour de bonnes raisons entre guillemets. Et puis cette problématique insulaire de partage du territoire, hein, avec des sols qui sont 2 fois plus souvent artificialisés à La Réunion qu'au niveau national.
alors que nous avons un objectif de zéro artificialisation nette sur le territoire global. J'en profite juste pour glisser qu'avec l'ADEAL, nous avons fait une étude sur 20 ans de développement durable à La Réunion. J'ai amené quelques exemplaires avec moi ici. S'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir me le demander tout à l'heure. Oui. Merci Aurore. Je vais juste, juste avancer. Ouais. Bon, merci Aurore. Donc maintenant qu'on a eu cette mise en contexte faite par Aurore, donc des indicateurs alternatifs multidimensionnels qui sont déjà en cours de réalisation par l'INSEE, on va parler... Hop. Ah non, je vais à l'envers. Pardon, désolée. Alors, maintenant, je vais parler de notre indicateur qu'on a élaboré au projet Isopolis. Donc, comme j'avais dit, le projet qui a la finalité, ramener la finalité des politiques publiques, les bonheurs. Donc, comment on a structuré ça en termes de manière plus appliquée, comment on applique ça au sein du territoire. Donc, on a développé cet indice. Donc, dans un contexte, donc Aurore, elle a parlé un peu du contexte en termes d'indicateurs. Donc, c'est le contexte qui a été apparu déjà dans les années 70, quand le PIB il a été un peu mis en question par rapport à sa pertinence dans la mesure du bien-être, la mesure de l'état de santé d'une économie ou d'une nation. Donc, on a vu qu'il n'y avait pas de corrélation positive entre la croissance économique et les niveaux de satisfaction de la vie. Donc, c'est là qu'il y a eu plusieurs indicateurs qui ont commencé à apparaître dans ces scénarios. Donc, on a eu l'indice de développement humain qui a été un des premiers qui est apparu, et les Bhoutan, en parallèle, qui a développé le premier indicateur de bonheur au Bhoutan dans les années 70. Donc, j'ai juste fait une petite revue de la littérature scientifique qui parle sur cet aspect-là du PIB en tant qu'indicateur qui, dans un certain aspect monétaire, il peut bien évidemment représenter le bien-être. Donc, quand on parle de croissance, on parle de moins de chômage, on parle de plus de revenus et on parle de consommation. Donc, en fait, on peut s'attendre à ce que les ménages ils vont consommer mieux, ils vont consommer plus et ils pourront peut-être avoir une condition de vie plus adéquate, donc plus de bien-être. Mais par contre, on a, d'un autre côté, les PIB ignorent plusieurs aspects, donc non monétaires notamment. Donc, si on parle de l'environnement, on va voir que la croissance, elle a tendance à provoquer plus de pollution, plus d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, tous ces aspects-là qui peuvent impacter la santé, par exemple. Donc ça peut créer tous ces aspects négatifs liés à notamment la santé. Donc on a aussi l'aspect, donc pourquoi on traite les bien-être, donc c'est quoi l'importance des bien-être? Des études qui vont montrer aussi les aspects, les impacts positifs du bien-être dans le comportement déjà, plus d'efficacité, donc plus de productivité qui va être liée à ça. On aura plus de cohésion sociale due à plus d'altruisme envers les gens, plus d'ouverture d'esprit envers l'autre. Donc, on a aussi des études là-dessus. Et après, la question de la santé, donc moins de gens malades. Donc, on aura une baisse des coûts de santé aussi et de la protection sociale. Donc là, c'est dans tous ces contextes-là que j'ai parlé, ces petits historiques que j'ai faits, les projets Isopolis, il a voulu suivre aussi cette démarche de mettre en place un indicateur alternatif. Donc on a mis en place déjà la finalité du bonheur. Comment mettre ça en place de manière plus concrète à travers un indicateur qui va exprimer justement tous ces aspects non monétaires que les PIB ou que tous les indicateurs monétaires aujourd'hui ignorent. Donc là, si on regarde plus en détail notre indicateur, donc juste les thématiques de l'indicateur, on a 9 thématiques. Donc, dès le bien-être psychologique jusqu'au niveau de vie. Donc, sachant que les niveaux de vie, c'est l'aspect plus matériel de l'indicateur. Donc, on aura des questions très objectives même, qui vont demander la condition du ménage, du logement, si c'est de bonnes conditions. Donc, tous ces aspects liés vraiment à un aspect plus économique au final, en plus vraiment matériel. Et après, on aura des aspects plus subjectifs de la qualité de la vie de la personne, liés à son accès à la santé. Après, on a l'utilisation du temps, donc l'équilibre, loisirs, vie professionnelle. Donc ça, c'est juste quelques exemples, mais pour vérifier vraiment les conditions de vie de la personne enquêtée. Sachant qu'on a du coup 9 indicateurs qui vont composer un indice multidimensionnel qui va exprimer donc, la globalité de manière approfondie, les niveaux de vie d'un individu. Et on a réalisé également les correspondances, parce que plusieurs de ces thématiques-là, elles ont des correspondances avec des indicateurs déjà existants de la part de l'INSEE, des ministères et d'autres organismes européens. Donc ça, c'est qu'on a ici, c'est d'avoir un indicateur
vraiment qui rassemble pas mal d'informations sur les aspects de la vie d'un individu, mais d'une manière ensemble, dans un seul et unique indicateur. Donc, si on fait ce petit résumé, donc on a ces 9 domaines qui vont avoir donc des pondérations. Donc, on a des domaines et des sous-domaines à l'intérieur de chaque domaine. Donc, on va pondérer chacun de ces domaines pour comprendre vraiment. Ces pondérations-là, ce sont des pondérations individuelles, puisque l'objectif ici, c'est d'objectiver quelque chose qui, à la base, est subjectif. Donc, c'est ramener vraiment l'importance que la personne elle-même, elle donne à chaque thématique. Par exemple, si une personne, elle va donner plus d'importance, par exemple, à son bien-être psychologique ou à ses relations sociales plus que son niveau de vie matériel, donc elle pourra donner une note plus importante. Après, c'est pour elle, tout est pareil, elle peut donner la même note. Donc, c'est vraiment mettre la personne en place pour essayer de réfléchir sur sa propre condition. Et on va du coup avoir une mesure quantitative, donc c'est cet objectif de ramener cette objectivité à cet indicateur qui exprime vraiment une situation personnelle. Et on va avoir des seuils, donc au Bhoutan, ils ont eu le seuil qui est fixé à 66%, donc là on va vraiment, pour regarder vraiment, là c'est 2 seuils qu'on peut bien évidemment analyser en termes global, donc je dis 0 à 100%, mais on a établi des seuils juste pour avoir une vision de quelles sont les thématiques qu'on peut cibler, des thématiques prioritaires, plus pour des questions de ce genre-là. Et à partir de ça, on peut faire les croisements entre les données individuelles avec des données du territoire. Donc on ne va pas faire une somme de toutes les données parce qu'il n'y a pas de sens. C'est qu'on va faire, c'est de regarder des moyennes, donc faire des études sur la moyenne et pouvoir croiser des résultats, même avec d'autres indicateurs socio-économiques. Donc ici, l'objectif, c'est de pas de substituer d'autres indicateurs, c'est d'avoir un indicateur en plus qui puisse être capable de permettre d'autres croisements, d'autres conclusions qu'on pourrait avoir. Par exemple, est-ce que les seniors ils sont plus heureux que les jeunes? Est-ce que les habitants des îles sont plus ou moins heureux que les habitants des bas? Et est-ce qu'on peut vérifier des caractéristiques socio-économiques des dents qui vont exprimer que pas forcément plus de richesse va provoquer plus de bien-être ou plus de bonheur? Donc maintenant, je vais clôturer avec des cas concrets qu'on a réalisés à La Réunion à partir de cet indicateur. Donc, en premier cas concret, ça a été l'enquête test qu'on a fait, donc l'enquête préliminaire avec l'indicateur. On a enquêté 92 personnes autour de l'île. Et là, on est en cours de sortir une publication scientifique là-dessus. Donc, ça va être à partir de cette analyse préliminaire. Donc, dans cette enquête préliminaire, on a eu certains résultats qui, bien évidemment, là, c'est 92 personnes. Donc, on va tester après avec un échantillon plus important, représentatif de La Réunion. Donc là, c'est juste pour sortir des premières hypothèses à être testées plus tard. Donc, déjà, on a eu 59% des répondants qui étaient heureux. On a eu les régions moins développées, donc les sud et l'est, ils étaient en moyenne plus heureux que le nord et l'ouest de l'île, donc des régions moins développées. On a eu aussi que les personnes les plus âgées de l'échantillon, ils étaient également en moyenne plus heureux que les plus jeunes. Et les résidents des hauts, donc plus de 400 mètres d'altitude, qui étaient plus heureux que les résidents des bas. Les retraités et les sans activité également, ils étaient plus heureux que les économiquement actifs. Et c'est qu'on a pu observer en regardant les dimensions. Quand on regarde les dimensions en approfondi, on voit qu'en fait, le bonheur, il a été expliqué beaucoup plus par des facteurs non monétaires, donc le bien-être, le bien-être psychologique, les relations sociales, la santé, l'écologie, et beaucoup moins expliqué par des facteurs monétaires, donc d'où les résultats. Maintenant, on va parler des expérimentations qui sont actuellement en cours avec cet indicateur. Donc, on a aussi un projet dans l'éco-village Elisa, à Sainte-Marie. Donc là, l'objectif, c'est d'enquêter les 2000 habitants. Donc, déjà, les quartiers, c'est de 2000 habitants. Donc, l'objectif de ces projets, c'est d'avoir l'autonomie alimentaire et énergétique. Donc, il y a plusieurs actions qui vont être menées au sein des quartiers d'ici 2030. Et l'objectif, ça va être de réaliser une première enquête. Donc là, maintenant, avec les 2000 habitants du quartier, et de comprendre justement, faire un premier état des lieux de l'état de bien-être de cette population, et après faire une deuxième enquête à mi-parcours, et ensuite à la fin, en 2030, donc pour voir vraiment s'il y a une évolution, si on peut croiser également avec des données socio-économiques pendant cette période. Donc vraiment une évaluation d'impact, un diagnostic, évaluation d'impact qui va suivre dans tous les aspects du bien-être jusqu'aux aspects économiques. On a également une expérimentation auprès des quartiers prioritaires de la ville. Donc là, c'est l'enquête préliminaire auprès de 80 adultes relais qui résident dans des quartiers prioritaires. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir vraiment un premier aperçu. Donc on a pris une petite cohorte pour avoir un premier aperçu
de ces résultats. Et après, pour les prochaines étapes, c'est de focaliser à des études plus approfondies et développer des outils adaptés aux problématiques, aux mesures qui vont être mises en place dans ces quartiers-là et créer des nouveaux outils, pas forcément les gros outils BRB, parce qu'on a cet outil, les questionnaires des 150 questions. Donc là, l'objectif, c'est de faire des outils plus petits, mais plus adaptés aux demandes précises qui vont être identifiées au sein de ces quartiers prioritaires. Donc là, c'est vraiment une première cartographie qu'on va faire avec les adultes relais. Ensuite, c'est que j'ai parlé de la conception d'outils adaptés. Donc là, c'est qu'on fait aussi avec les BRB, c'est qu'on conçoit des outils adaptés. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'on fait des outils très précis aux demandes qui sont exprimées. Donc par exemple, la résidence des seniors avec Eve, qui Eve avait présenté. Donc dans les parcours bibliothèque humaine, parce qu'il y a eu Eve, elle a fait trois expérimentations différentes. Donc dans l'expérimentation bibliothèque humaine, on a évalué cette expérimentation par un outil qu'on a développé à partir du BRB. Donc un outil devant cette question, donc, qui était vraiment pour évaluer l'état de bien-être du senior avant la bibliothèque humaine, avant les actions menées et après. Donc là, ça a été aussi un outil adapté à ça. On a aussi développé un outil pour un lycée de Saint-Pierre, donc le lycée La Salle Saint-Charles, donc Bonheur à l'école. Donc on a développé cet outil-là également pour faire un diagnostic global. Donc un outil-là de 10 questions pour vraiment comprendre les bien-être à l'école, donc précisément dans l'ambiance école. Et après, des projets à venir. Donc, il y a la mairie du Port qui a un projet pour les territoires zéro chômeur. Donc, essayer d'évaluer l'impact de la réduction du taux de chômage sur les territoires, sur les familles et sur leurs enfants. Donc, notamment, voir vraiment ces relations famille, enfants, école. Donc, est-ce qu'il y a un impact positif là-dessus? On a, comme je vous avais dit, l'évaluation des quartiers prioritaires de la ville à La Réunion, donc quelque chose de plus précis, parce que là, comme je vous ai dit, on a une expérimentation plus globale. Et après, l'objectif, c'est de défocaliser et faire des petites évaluations très précises. Et également, les packs de transition citoyenne, donc les terrains ELISA, comme je vous avais dit. On a également la grande enquête qui va être réalisée jusqu'à 2030, mais également des petits outils d'évaluation adaptés aussi qu'on pourra réaliser pour justement évaluer l'impact des actions très précises. Si vous avez des questions, on est déjà en fond de temps, donc vous pouvez me poser pendant le cocktail, c'est plus agréable. Donc merci beaucoup à tout le monde.